16h53, donc je préviens par avance qu'on m'a donné le plateau avec 8 minutes de retard. Nous finirons donc à 18h23, sachant qu'il est hors de question d'écourter cette conversation sur un sujet très important. Nourrir le monde pour nourrir la paix. À mes côtés pour en parler, de droite à gauche, géographiquement, je ne veux vexer personne aujourd'hui. Léna Lazare, tu es la porte-parole des Soulèvements de la Terre et on renvoie au dernier livre collectif paru aux éditions de La Fabrique. À tes côtés, Laure Verdeau, le site dit directeur, mais tu es bien directrice générale de l'agence Bio, qui est l'agence qui fait la promotion de l'agriculture bio en France et qui aide les paysans à s'installer en bio. Juste à côté de moi, Najat Vallaud-Belkacem. C'est curieux de vous avoir à mes côtés, Madame la Ministre, en cette rentrée scolaire, sans parler de rentrée scolaire. Vous dirigez l'agence, l'ONG One, et vous êtes par ailleurs, ce qui est important pour les débats qui vont suivre, présidente de France Terre d'Asile. Et par le miracle de la technologie, et pour éviter que ce panel soit exclusivement féminin, pour une fois que c'est dans ce sens-là, voilà, nous devons être en liaison avec Olivier Lescuter. Olivier, est-ce que tu es là ? Oui, bonjour Vincent. Alors, tu l'as pas entendu, mais c'était un oui qui ne laissait aucun doute sur ta présence extrêmement vivace devant une magnifique bibliothèque. Je vais peut-être commencer avec toi, Olivier. Donc, tu es juriste, tu es prof à Louvain notamment. Ton dernier ouvrage s'appelle « Changer de boussole », on reviendra dessus, qui est un appel à la décroissance. Ouvrage que tu as prolongé par un rapport que tu viens de rendre à l'ONU, mais dans une vie précédente, toujours à l'ONU, tu étais rapporteur sur les questions de faim dans le monde. Aujourd'hui, tu es rapporteur à l'ONU sur les questions d'extrême pauvreté et de droits humains. Mais je voudrais commencer par ça, parce que dans l'actualité de cette semaine, il y a eu une étude d'Oxfam qui nous a rappelé que les agrocarburants, qui sont parfois un peu abusivement appelés, très abusivement appelés biocarburants, accaparaient des terres agricoles qui permettraient de nourrir 1,6 milliard de personnes dans le monde. Et je trouvais cette nouvelle relativement intéressante parce qu'au fond, elle nous rappelle que la faim n'est pas une fatalité en soi, mais ce sont des choix politiques de partage. Et par ailleurs, ce qui sera évidemment le fil rouge de Climax cette année, c'est aussi des choix de modèles agricoles qu'on décide de développer face au dérèglement climatique qui risque d'accentuer encore un peu les phénomènes de famine. Et pour commencer, je voudrais que tu reviennes sur une mission que tu as faite en septembre 2010. Si je ne dis pas de bêtises, tu étais à l'époque en mission pour l'ONU en Syrie. Et il y a eu 4 années de sécheresse et tu avais alerté sur le fait que cette sécheresse risquait de provoquer une guerre et malheureusement tu n'as pas eu tort. Oui, d'abord, juste une remarque. L'étude d'Oxfam, c'est vrai qu'il y a une pression sur les terres de plus en plus forte parce qu'il y a une concurrence entre étalement urbain, donc développement des villes et des grands projets de développement, production d'agrocarburants, production de cultures de fourrage pour nourrir le bétail, etc. Et d'autre part, l'agriculture vivrière. Et c'est vrai que nous devons être attentifs à ces pressions sur les terres agricoles qui amènent la spéculation foncière et sont pour beaucoup notamment de petits agriculteurs dans les pays en développement, une véritable menace. Et en même temps, parler de ces dangers pour nous qui sommes des militants, des militantes contre la faim, c'est toujours dangereux parce qu'on crée l'impression que le problème est un problème d'ingénieur agronome, est un problème technique de production insuffisante de nourriture dans le monde, alors que la faim, en réalité, c'est un problème de pouvoir d'achat et c'est une question de protection sociale, de salaire minimum décent, d'accès des plus pauvres à l'alimentation disponible, beaucoup plus que simplement une question de production insuffisante. Et le risque, c'est de provoquer des réflexes productivistes, comme si la question de la faim se ramenait à un problème technique. J'en viens maintenant à cette mission que Vincent, tu évoquais et qui, effectivement, je crois, illustre pas mal des questions que nous allons discuter aujourd'hui avec ces rapports entre rupture climatique et question de la faim. J'étais en Syrie en septembre 2010
après 5 ou 6 années de sécheresse dans le nord-est de la Syrie, la partie kurde du pays. Et j'avais pu voyager donc à Homs, dans le sud-ouest, mais aussi dans la partie nord-est de la Syrie, où, à raison de cette sécheresse, beaucoup de gens avaient dû migrer vers Damas, vers Alep, vers Homs, et ces personnes se sentaient abandonnées par l'État. Elles arrivaient dans ces grandes villes de la partie ouest du territoire syrien, pesant sur les services publics, faisant augmenter les loyers, d'autant plus que la Syrie avait accueilli des réfugiés d'Irak au cours des années précédentes. Et j'entendais ces gens dire l'État ne vient pas à notre secours, nous avons dû quitter nos terres, nous avons dû abattre notre bétail parce que les conditions de la sécheresse ne permettaient pas de vivre de l'élevage, de l'agriculture dans ces régions. Et j'ai parlé à la fin de cette mission à des membres du gouvernement syrien en disant, vous avez une crise sur les bras. Les gens sont impatients, les loyers augmentent, les services publics sont débordés. Cette migration du nord-est de la Syrie fait pression sur tout le pays et amène les gens à bout. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est rassurez-vous, les choses sont sous contrôle. Et ceci, c'était en réalité 4 mois avant le début des émeutes de Homs qui ont été le signal de départ de 10 années de guerre civile. Et donc, l'épisode syrien, c'est au fond l'exemple type quasi clinique d'une situation où les ruptures climatiques amènent des changements, enfin des migrations de population, augmentent la pauvreté, la pression sur les ressources et sur les loyers, et amènent finalement à une telle impatience de la population que ça débouche sur des conflits civils. Et je me rappelle, et je termine par là, que lorsque j'ai pu examiner les réactions des États à cette difficulté que la Syrie avait à affronter ces sécheresses entre les années 2005 et 2010, la communauté internationale s'est tenue à l'écart en disant, en fait, c'est un pays non pas à très faible revenu, mais à revenu intermédiaire. En plus, le gouvernement n'est pas un ami des pays occidentaux, il n'y a pas de raison qu'on les aide, mais on a, à défaut d'aider, on a finalement accepté que se développent des conditions qui ont déclenché ce conflit civil. Et donc, je continue de penser que si nous avions lancé l'alerte assez tôt, et si la communauté internationale, le Programme alimentaire mondial et d'autres étaient intervenus assez tôt pour stabiliser ces populations et leur apporter du secours là où elles étaient, plutôt que d'attendre que ces migrations créent les conditions du conflit, je pense que nous aurions pu éviter cette guerre civile. Voilà, donc pour moi, cet exemple-là, comme peut-être la guerre au Rwanda en 1994, illustre ces cercles vicieux, ces cycles vicieux entre rupture climatique et guerre, et le lien entre les deux, c'est les migrations de population. Peut-être un mot sur les leçons qu'on a tirées de cette expérience dramatique. On sait qu'en général, après les crises massives, naissent des coopérations internationales inédites. Il a fallu la Seconde Guerre pour que l'ONU, plus efficace, succède à la Société des Nations. Est-ce que tu as l'impression que, là tu as cité évidemment le cas syrien, mais au fond, quand on y réfléchit, la vague de ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y avait des mêmes facteurs initiaux, je pense notamment aux révoltes à Sidi Bouzid en Tunisie, c'était aussi à cause du prix des denrées alimentaires. Est-ce que tu as l'impression qu'on a tiré des leçons depuis, qu'on a des mécanismes qui sont plus efficaces pour éviter que les mêmes effets, enfin que les mêmes conséquences se reproduisent? Je pense à ce qui s'est passé pendant le Covid, où on nous a assez vite alerté sur le fait qu'on allait avoir des pics de famine, et j'ai pas l'impression que grand-chose ait été mis en place pour les éviter. Deux réponses très courtes pour ne pas abuser de mon temps de parole. Il y a eu des réactions de la communauté internationale sur 2 plans. D'abord, on a lutté contre la spéculation de manière bien plus efficace en améliorant la transparence sur les marchés par la mise sur pied à la demande du G20 d'un mécanisme d'information sur les systèmes agricoles, ce qu'on appelle AMIS, Agricultural Market Information System, géré par la FAO et par l'OCDE. Et puis, on a tenté de mettre sur pied
un mécanisme de réaction rapide aux crises alimentaires. Ce mécanisme, en fait, n'a jamais pu voir le jour à défaut de soutien politique, mais je pense qu'il faudrait continuer d'y travailler. Aujourd'hui, on a une aide alimentaire qui arrive trop tard, après des appels au secours du Programme alimentaire mondial, de l'FAO ou d'autres acteurs. Ces acteurs, ayant constaté la crise, font appel aux donateurs internationaux et doivent organiser la logique du transport des denrées alimentaires qui sont distribuées au titre de l'aide alimentaire. Et entre le moment où la crise est annoncée et le moment où l'aide arrive aux populations, s'écoule parfois 6, 7 mois. C'est tout à fait inacceptable, c'est beaucoup trop lent. Et dans l'intervalle, les populations ont dû migrer. Et il est beaucoup plus difficile de secourir une population qui a quitté ses lieux de vie, qui a quitté ses champs et qui a vu disparaître ses cheptels, que d'aider les gens auprès, dans leurs champs, auprès de leurs bêtes, là où elles ont leurs réseaux sociaux et peuvent redémarrer une existence. Donc je pense que là, il y a vraiment un échec de la communauté internationale. C'est un peu comme si on commençait à recruter des pompiers au moment où l'incendie était déclenché. Merci pour cette image éminemment joyeuse. Alors, je serai l'Arcom du temps de parole, tu n'en as pas abusé et surtout tu restes avec nous. J'aurai d'autres questions tout à l'heure et peut-être que le public en aura pour toi. Najat, peut-être juste très simplement une réaction de la part de la présidente de France Terre d'Asile. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est pas un cas isolé. La faim pousse des populations à fuir et puis ça déstabilise des régimes entiers. Oui, bon, je ne sais pas si on m'entend. Si, vous l'entendez ? Oui. Bon. Bonjour tout le monde et merci de cette invitation. Je suis ravie d'être là, puis je suis ravie d'entendre Olivier De Schutter aussi, dont j'apprécie beaucoup les prises de position. C'est l'occasion pour moi de le lui dire. Peut-être pour rebondir sur deux choses que j'ai entendues dans vos deux bouches. D'abord, de ta part, puisque tu disais la famine n'est pas une fatalité. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais, et peut-être qu'on détaillera ça tout à l'heure, que la faim n'existe que parce qu'il y a des affameurs, en fait. Et donc, c'est la liste de ces affameurs qu'il nous faut faire pour y voir plus clair, parce que je pense que toute la recherche scientifique sur le sujet démontre suffisamment qu'on a largement de quoi nourrir, y compris, je lisais les dernières études, jusqu'à 12 milliards d'individus sur cette terre. Donc, la réalité, c'est que c'est bien la question de la répartition, de l'accès à, du pouvoir d'achat, enfin, tout ce que vient de dire Olivier est très juste. La deuxième chose que m'inspirait votre propos, Olivier, c'était ce retard à l'allumage, en effet, que vous venez d'évoquer dans la mise en œuvre d'une aide aux personnes qui souffrent de la faim. En fait, moi, je m'étonne toujours d'une chose. Comme tu l'as précisé, Vincent, je suis donc présidente de France Terre d'Asile, donc je baigne dans tous les sujets en rapport avec les réfugiés, les migrations, etc. Et quand je vois les milliards que l'on dépense pour nous équiper en drones ultra sophistiqués pour repérer les flux de réfugiés, les arrêter, les pister, etc. Je me dis, mais pourquoi nos institutions internationales n'utilisent-elles pas davantage ce genre de technologie, par exemple, pour repérer à l'échelle d'un territoire, que sais-je, la Somalie, l'Éthiopie, enfin bref, des mouvements de population qui sont clairement liés à des problèmes d'accès à l'alimentation et de famine. Et je crois que ça devrait être un sujet que l'on traite un peu mieux. Alors, je ne sais pas si j'ai la parole longtemps ou si c'était juste un rebondissement là. Tout va bien. Et tu peux ajouter à ta liste de dépenses somptuaires, je viens de voir que la Suède avait proposé une nouvelle aide de droit au retour des chômeurs de longue durée qui avaient une double nationalité à hauteur de 30 000 €. Peut-être que s'ils investissaient ces sommes dans le pays d'accueil, on limiterait les mouvements de population. Je t'en prie, tu peux enchaîner, évidemment. Non, juste d'abord pour revenir sur ce que je disais sur les affameurs, entre guillemets. Comme tu l'as dit, à la tête de l'ONG One, maintenant avec la Fondation Gates, moi j'ai été ces dernières années beaucoup impliquée dans la question de la lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres et notamment en Afrique subsaharienne, puisque c'est là que se concentre cette extrême pauvreté. Et donc, à ce titre-là, je peux vous dire que depuis quelques années, on était terrifiés de ce qui allait se passer du fait, en effet, de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine et de l'impact que ça allait avoir sur l'accès à l'alimentation. Et évidemment, vous connaissez les chiffres, je n'ai pas besoin de vous les rappeler, hein, mais on est censé en 2030, donc dans à peine 5 ans maintenant, avoir zéro famine. Voilà, c'était un des objectifs du développement durable qu'on s'était fixé.
on en est loin. On avait réussi à atteindre des chiffres qui s'étaient à peu près stabilisés en 2015, puisqu'on était à peu près à 600 millions de personnes qui souffraient de la faim ou de la malnutrition dans le monde. Et en fait, ces chiffres, ces dernières années, se sont envolés et on est plutôt plus proche du milliard, malheureusement, aujourd'hui, que de nos objectifs. Donc, quand je regarde le continent africain et notamment sa partie subsaharienne, je me liste un petit peu ce qui ne va pas et ce qui a provoqué cette catastrophe qu'on est en train de décrire. Évidemment, que ce soit le Covid ou la guerre en Ukraine, il y a eu un problème dans les importations. Or, on parle de pays qui sont extrêmement dépendants des importations, du blé, du riz et de tant d'autres choses qui sont de l'huile de palme, par exemple, qui sont absolument essentielles à la population. Donc, une insuffisante production sur place de façon structurelle. Évidemment, quand on est aussi dépendant des importations, on est dépendant de la fluctuation des prix, des spéculations diverses et variées qui ont lieu à chaque fois qu'il y a des tensions sur ces marchés-là. Mais au-delà, on est aussi dépendant des restrictions qui sont décidées par des pays exportateurs. Je pense par exemple à la façon dont en 2022, l'Inde a décidé de restreindre ses exportations de riz qui ont causé des mouvements inflationnistes et vraiment de graves difficultés dans beaucoup de ces pays pauvres qui en étaient dépendants. S'agissant de ce qui se passe dans les pays en question, donc au-delà de cette volatilité des prix et de cette inflation, les agriculteurs eux-mêmes et l'agriculture vivrière souffrent de plusieurs choses. D'abord, leurs productions sont trop faibles parce qu'elles sont dépendantes des cours de l'énergie. Les agriculteurs ont besoin tout simplement de gaz, par exemple, et quand vous avez une flambée des prix du gaz, eh bien, ça a un impact direct sur le prix des engrais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans nombre de ces pays, vous avez aussi le choix qui est fait de privilégier des cultures qui sont dites plus rentables, comme la culture du tabac ou la culture de la canne à sucre, au détriment des cultures vivrières. Vous avez, j'en parle même pas parce que ça va de soi, des dysfonctionnements de type quasiment mafieux, des systèmes de détournement, d'empêchement fait à des agriculteurs d'accéder à du foncier. Je pense pas simplement à l'Afrique en disant ça, mais par exemple, vous prenez un pays comme la Birmanie, quand vous empêchez les Rohingyas de posséder des terres, c'est autant d'agriculture qui n'a pas lieu. Et tout ça est évidemment aggravé par les conflits. Regardez ce qui se passe en Éthiopie, au Soudan, où la faim devient quasiment une arme. En fait, aujourd'hui, on peut même considérer que malheureusement, la faim en tant que telle fait plus de morts que les conflits armés. Utilisée comme une arme pour soumettre des populations. Problématique de manière générale ces conflits parce que par définition on va détruire des terres, on va empêcher les acheminements, on va faire en sorte que les jeunes hommes soient pris dans la conscription et dans les conflits armés, donc pas disponibles pour travailler la terre. Et puis, tu l'as dit, le changement climatique qui a un effet... alors là, en Afrique subsaharienne, c'est une calamité parce que vous voyez, par exemple, le désert du Sahara, mine de rien, qui a augmenté de 10% par rapport au début du siècle et qui, rien qu'au Mali, progresse chaque année de 50 km, ça veut dire que des zones désertiques ne sont évidemment pas cultivables. Et donc, finalement, c'est l'ensemble de ces choses qui sont structurellement installées et qui créent cette faiblesse que l'on connaît, auquel il faut ajouter l'absence de politique qui soit à la hauteur, de politique publique sur place qui soit à la hauteur, de soutien aux agriculteurs. Par exemple, l'image va vous paraître surprenante, mais un agriculteur ghanéen est 2700 fois moins soutenu que ne l'est, par son État, que ne l'est un agriculteur américain. Il y a évidemment des subventions qui sont données dans les pays développés aux agriculteurs, qui provoquent d'ailleurs, et c'est ça ce qu'on appelle la libéralisation de l'agriculture, qui provoquent des excédents qu'on va ensuite redistribuer ailleurs, parce que c'est comme ça que le système économique fonctionne, à des prix extrêmement bas. Et en fait, quand le nord du monde se débarrasse de ces excédents agricoles à des prix défiant toute concurrence sur ces marchés du Sud, eh bien, il détruit l'agriculture vivrière qui ne peut absolument pas faire le poids en face au local. Donc,
voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait conscience de tous ces éléments qui expliquent la situation. Et puis ensuite, alors pour revenir à ta question, concrètement, tout ça provoque des déplacements de population, en effet. Alors, on sait que ce type de déplacement de population-là, c'est quand même beaucoup plus sud-sud que sud-nord. Mais il y a un moment donné, notamment aidé par le changement climatique, où ça va finir par arriver chez nous, des afflux de population poussés à l'exil par la faim. Et donc, la question, moi, que je me pose aujourd'hui, c'est au fond, comment on les considère, ces réfugiés de la faim? Puisque finalement, vous savez qu'on a aujourd'hui une définition du statut de réfugié, Convention de 1951, qui est une définition très précise, qui est d'ailleurs plus individuelle que collective, puisque c'est l'individu qui est persécuté, donc sous-entendu pour des raisons politiques, religieuses, etc. Mais en fait, dans tout ça, la dimension socio-économique n'entre pas en ligne de compte. Et finalement, on considère même que les migrants dits économiques sont des tricheurs, entre guillemets, qui contournent le système et se font passer pour des demandeurs d'asile, etc. Et en réalité, c'est intéressant de se demander comment on en est arrivé là, parce que la définition du réfugié, elle n'a pas été toujours linéaire, elle a évolué politiquement avec les conceptions qu'on avait. Et je me replongeais là-dedans parce que, par exemple, il a fallu attendre que le protestantisme devienne une religion légitime en Europe, donc à la fin du XVIIIe siècle, pour que les Huguenots, qui fuyaient donc la France après la révocation de l'édit de Nantes, soient considérés comme des réfugiés. Donc c'est bien une conception politique, contextuelle, qui évolue selon les sociétés elles-mêmes. Et de la même façon, dans l'entre-deux-guerres, la définition de réfugié par la SDN, par la Société des Nations que tu évoquais tout à l'heure, s'appliquait à des groupes nationaux ou ethniques et pas à des individus. Donc vous voyez, ça change. Après, donc, je le disais, en 51, on va être sur des individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que après au moment où le communisme s'installe en Russie, il y a deux visions opposées. Il y a celle des Occidentaux qui considèrent que en fait, les vrais réfugiés, ce sont les réfugiés politiques et individuels. Et il y a celle des soviétiques qui considèrent que les vrais réfugiés sont des réfugiés socio-économiques. Et en fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, imaginons qu'on applique la définition à la soviétique, eh bien, les réfugiés de la faim pourraient être considérés comme tout à fait légitimes. Donc, si vous voulez, ces choses qui paraissent évidentes sont loin de l'être. Et avec l'augmentation du changement climatique, avec la prise de conscience par le Nord de sa responsabilité en matière de changement climatique et de ses impacts sur le Sud, j'imagine et j'ose espérer qu'on va peut-être pouvoir avoir une conversation, parce qu'en fait, derrière les réfugiés climatiques, c'est bien la question de la faim qui se pose, parce que ce qui les pousse à fuir, c'est bien la faim. Merci beaucoup. C'est important de le rappeler parce qu'on a un débat extrêmement réactionnaire en France. On a l'impression que nombre de personnes viennent pour avoir une carte vitale et en fait c'est assez faux. Voilà. Et pour avoir du Doliprane remboursé. Juste avant de venir vers toi, Laure, Olivier, je cite de mémoire, mais dans Changer de boussole, tu écris le droit à bien manger sera une bataille aussi importante au XXIe siècle que le droit à un travail digne au XIXe. Est-ce que dans ce que tu viens d'entendre de la part de Najat, toi qui fréquentes ces arcanes internationales, la création d'un statut du réfugié de la faim, comment tu la juges? Est-ce que tu la juges plausible? Merci. Donc d'abord, je voudrais renvoyer à Najat le compliment qu'elle a eu la gentillesse de faire. Je crois qu'elle vient de résumer en quelques minutes tout le défi qui est celui de la lutte contre la faim à l'échelle mondiale et des pressions à abandonner les cultures vivrières qui en sont, je dirais, un des facteurs les plus importants. Alors, je crois qu'il y a une réflexion qui effectivement progresse sur la question de la reconnaissance du statut de réfugié lié aux migrations climatiques. Les organes des Nations Unies ont été saisis de quelques affaires de ce type où la question se posait de savoir si les États émetteurs de gaz à effet de serre pouvaient voir leur responsabilité engagée à raison des migrations que cela provoquait. Et on a des appels de plus en plus nombreux à reconnaître
à élargir la manière dont la définition des réfugiés est traditionnellement comprise. Je crois que c'est vraiment important de constater, je suis désolé, je suis un peu perturbé par l'écho qui me revient, mais de prendre conscience de ce que les changements climatiques, l'élévation du niveau des eaux et de plus en plus les phénomènes météorologiques extrêmes vont amener des migrations importantes. L'essentiel, ce sont des migrations sud-sud. Rappelons tout de même que la plupart des réfugiés, c'est les pays du Sud qui les accueillent. Moi, j'étais au Bangladesh il y a un an, et puisque Najat évoquait la situation des Rohingyas à la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, il y a 1 million de personnes là qui ont fui le génocide de 2017 au Myanmar, et ce sont des personnes qui viennent s'ajouter au fardeau du Bangladesh qui subit en son sein beaucoup de migrations internes liées à l'élévation de la montée des eaux. Donc voilà des pays qui peut-être un jour risquent d'être déstabilisés et de voir des conflits se développer en raison de cette pression combinée de conflits et de changements climatiques, de ruptures climatiques qui accentuent la pression sur les services publics et finalement vont conduire à ce que ceux-ci soient débordés. Donc je pense qu'on est en train de toucher, grâce à l'intervention de Najat, aux interrelations entre conflits, ruptures climatiques et mouvements de population qui sont le lien entre les deux. Eh ben, on va continuer à explorer effectivement ces interdépendances. Avec toi, Laure, Najat disait « La faim n'existe que parce qu'il y a des affameurs » et un des éléments rhétoriques dominants des affameurs, c'est de dire que le bio, c'est bien sympathique, mais ça ne nourrira jamais la planète. On ne peut pas nourrir 12 milliards de personnes en bio. Est-ce qu'on peut commencer par cette idée? Est-ce que le bio veut la guerre partout dans le monde parce qu'on n'arrivera pas à nourrir la planète? Ok, face nord d'emblée, donc bonjour à tous. Moi je suis désolée, hein, je vais faire baisser le niveau tout d'un coup parce que ça sera beaucoup moins géopolitique, ça va être plus prosaïque, mais en échange peut-être que je pourrais vous partager quelques infos que vous pourrez utiliser dimanche midi lors du repas de famille sur justement ceux-là même qui disent mais le bio c'est un truc de bobo, c'est pour nourrir 3 rues chez les bobos. Alors, juste un petit élément d'histoire, ça fait 10 000 ans que l'homme est agriculteur, ok? Depuis 10 000 ans, c'est de l'agriculture bio. Sans vouloir prêcher pour l'autre paroisse. Il se trouve qu'on a ouvert une autre parenthèse, une parenthèse d'agriculture intensive, de chimie synthétique. J'insiste sur le mot synthétique, c'est hyper important, parce que c'est justement les détracteurs du bio qui nous disent mais c'est pas vrai, les bio, ils utilisent de la chimie aussi. Oui, mais de la chimie naturelle. Donc, l'agriculture envers laquelle on a basculé radicalement au tournant des années 50-60, l'agriculture donc pas bio, c'est l'agriculture de chimie synthétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture, en fait, et là on est en plein dans le thème de ce festival sur la paix, je suis ravie de le dire au milieu des drapeaux blancs, c'est une agriculture qui est triplement héritée de la guerre. Comment? En fait, après 2 conflits, on avait des gaz moutardes, on avait des tanks, et puis on avait des munitions, des ammonitrates. Et puis on s'est retrouvés quand même bien embêtés, une fois qu'on avait tout ça sur les bras, en période de paix. Et là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne changerait pas la formule des gaz moutardes pour en faire des pesticides? Ben ouais, en voilà une idée brillante. Et du coup, les ammonitrates, vu que c'est des engrais synthétiques, est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour faire pousser beaucoup plus de nourriture? On va pas dire, en voilà une idée qu'elle est brillante. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des tanks? Oh bah Polo, t'as qu'à en faire des tracteurs. On utilisera ça pour aller dispatcher nos pesticides synthétiques et nos engrais synthétiques dans les champs. Et là, paf, on se dit c'est génial, ça va nourrir le monde. On laisse quelques amiches bio dans un coin qui, eux, veulent pas utiliser cette chimie-là, et on bascule massivement en pas bio. À l'heure qu'il est, quand bien même le bio voudrait affamer le monde, il serait un peu en galère. Le bio, c'est 2% des terres dans le monde, et c'est 10% des terres en France, juste pour vous donner un... Donc on parle quand même d'agriculture 90% pas bio, d'accord? Ensuite, il y a juste un truc que je vous invite à faire la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Oui, mais en France, il ne faut pas être égoïste, il faut nourrir le monde. » Alors, en général, c'est rarement un humanitaire ou une ONG qui vous parle. En général, c'est un mec qui vend son blé, qui est ravi de le vendre en Afrique du Nord, mais qui le vend, il ne le donne pas. Donc c'est quelqu'un qui fait du commerce, c'est pas quelqu'un qui est humaniste. Et c'est très bien, on est le monde est régi par le commerce. Mais
c'est déjà une première façon de faire descendre la leçon de morale qu'en général on se prend, nous les bobos qui mangeons bio. Alors là, vraiment, je sais qu'on est dans un auditoire qui est plutôt déjà pro-bio. J'ai eu la signe honneur de manger 100% bio ce midi. Et on est vraiment dans un écosystème qui est déjà conquis au bio. Mais sachez qu'actuellement, l'agriculture bio est extrêmement minoritaire. Qu'elle donc, est la seule réponse actuellement agricole dont on est sûr, et c'est prouvé par la recherche, c'est pas nous qui le disons, c'est l'INRAE, excusez du peu, c'est quand même le premier institut agronomique mondial. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des ingénieurs agronomiques en agronomie, et ils sont très bons. Et donc, pourquoi est-ce que le bio ne va en aucun cas affamer la planète? Quand bien même, il occuperait 50 ou 60% des terres. Parce que déjà, le bio, c'est une agriculture de paix par nature. Parce qu'on ne fait pas la guerre aux pucerons, on essaye de rééquilibrer tous les autres paramètres de la terre, de la ferme, plutôt que de leur balancer des pesticides synthétiques. Les pesticides synthétiques, et par extension tout ce qui est interdit en bio. Actuellement, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, en Europe, on autorise 455 substances chimiques de toute nature. D'accord ? 455. Le bio décide de produire en se privant de 90% de cet arsenal chimique parce qu'il ne retient que les substances naturelles. Ça tombe hyper bien. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances d'être en paix en général si on est autonome, si on n'est pas dépendant et qu'on n'est pas soumis à des aléas. Une ferme bio, par nature, parce qu'elle doit respecter le règlement bio, elle est autonome. C'est-à-dire que quand vous avez un élevage bovin en bio, vous êtes obligé, sinon vous n'avez pas de votre certification, de nourrir votre vache avec 70% d'alimentation animale produite sur la ferme ou localement. Donc déjà, ça veut dire que le bio, structurellement, il ne peut pas dépendre d'importation de tourteaux de soja. La deuxième chose, c'est que les engrais synthétiques sont totalement interdits en bio. C'est-à-dire que pour fertiliser, un agriculteur, bon, en bio, il doit, ou soit il plante de la coriandre et il la fauche et ça fertilise, soit il utilise du lisier ou des fientes, mais il ne peut pas utiliser de l'engrais azoté. Ces petits granulés qui font pousser les plantes très vite, mais qui sont extrêmement énergivores. Donc, on nous asticotait déjà sur le fait que le bio va affamer le monde avant la guerre en Ukraine, mais ce qui est quand même hyper ironique, c'est que dès que la guerre en Ukraine a été déclenchée, on était là, ouais, il faut produire plus et tout ça. Mais comment on produit en France? On dépend beaucoup d'engrais azotés. Ces petits engrais azotés interdits en bio, c'est des petites granules, donc 90% de leur prix, c'est l'énergie nécessaire pour justement faire ces molécules d'azote. C'est-à-dire qu'on va casser l'azote pour en faire un précipité. Le prix de ces engrais, c'était 180 € la tonne avant le conflit en Ukraine. Après le conflit en Ukraine, ça a été 800 €. Est-ce qu'on peut vraiment être en paix avec soi-même quand on produit en dépendant si largement de ça? Alors qu'il y a un truc très sympa, les lentilles ou les pois chiches sont des plantes, vous les mettez dans vos rotations, et gratuitement, avec leurs feuilles, elles vont prendre l'azote dans l'air, gratis, hein, et elles vont le mettre gratuitement dans la terre. Donc, est-ce que ce n'est pas une agriculture qui simplifie et qui est justement en paix avec la nature plutôt qu'en guerre avec le besoin de toujours recourir à l'extérieur? Et il y a une troisième chose, parce que je me sens un peu obligée de justifier ma place dans cette table ronde, qui corrèle la paix et le bio, c'est le bien-être des agriculteurs. Vous savez que c'est une profession qui se suscite beaucoup plus que la moyenne, qui est en souffrance et souvent isolée. Et nous, à l'agence bio, donc on a comme mission d'intérêt général d'ausculter le secteur, de publier les chiffres, mais aussi de communiquer auprès du citoyen sur ce qu'est le bio. Et donc, on s'est dit, tout le monde est en train de parler de la crise du bio, mais personne n'a jamais laissé la parole aux agriculteurs bio. Et si on leur demandait ce qu'ils en pensent de tout ça? Et on a envoyé un questionnaire d'1 heure aux 60 000 fermes bio. Il y a 20% des agriculteurs qui nous ont répondu, qui nous disent, mais moi, être en bio, ça donne du sens à mon job et ça contribue à mon bonheur. Donc en fait, quand je suis en paix avec moi-même, déjà, c'est quand même intéressant que les personnes qui produisent notre nourriture soignent leur bien-être. Et surtout, ces personnes-là partent à la retraite. La moitié des agriculteurs partiront dans les 10 ans à la retraite. On sait que leurs fils et leurs filles d'eux ne vont pas suffire à prendre la relève. Donc il va falloir qu'on attire d'autres talents de l'extérieur. Ces gens-là ne vont pas venir s'ils ne peuvent pas trouver un sens et une sérénité dans le job. Donc il faut bien rendre le job attrayant. Et ça, pour ça, actuellement, la moitié des agriculteurs, ça je ne vais pas spoiler ma voisine, mais la moitié de ceux qui disent « Bonjour, moi j'ai un projet pour reprendre les fermes parce que j'ai quand même pas envie d'avoir un pays sans agriculture »,
eh bien, ils se présentent et ils disent « je veux être en bio ». Donc, tout ça, j'espère, permet d'alimenter le contre-bio-bashing que nous subissons souvent, puisque le bio actuellement, et j'en finis là-dessus, on dit beaucoup que quand on passe en bio, on perd de la quantité. Et donc, c'est le grand stress, parce que ce qu'on aime, c'est avoir une grosse récolte. Mais le problème, c'est que même si la taille compte, on a surtout besoin d'avoir une récolte. On parle toujours de quantité de nourriture, mais jamais de qualité. Et surtout, on ne parle pas de répartition. Comme Madame la Ministre l'a dit, c'est quand même un sujet de répartition. Donc, avant d'écouter le stress de la quantité, calmons-nous. On sait qu'on a 30% de calories produites en trop, et juste parlons autant de qualité que de quantité. Merci beaucoup. Najat, est-ce qu'il y a une péremption du Madame la Ministre ou parce que ça fait... Non, oui, c'est à vie, c'est cool. Alors, pour celles et ceux qui étaient intéressés par l'histoire du changement de l'économie de guerre à l'économie de l'agriculture chimique, Laure m'a fait lire un journaliste américain qui s'appelle Michael Pollan, très bizarrement pas traduit en français, mais auteur de best-seller là-bas, et c'est très très solide. Un mot sur la manière de préserver la guerre dans le futur avec l'agriculture bio face au dérèglement climatique. J'ai vu cette semaine une photo que Thomas Pesquet a postée depuis l'espace, où on voit une espèce de gigantesque mer de plastique blanc, et en fait ce sont les serres en Espagne qui sont leur solution pour lutter contre le climat qui est en train de muter en Andalousie et de devenir semi-désertique. L'agriculture bio, elle est quand même infiniment plus résiliente au réchauffement climatique, elle nous protège mieux, et de ce point de vue-là, elle est un outil de prévention. Alors, le réchauffement climatique, il est très associé aux gaz à effet de serre, au CO2. On dit qu'il ne faut pas labourer, qu'il ne faut pas utiliser de tracteurs, etc. Souvent, ça ne suffit pas. Pour contrer le changement climatique, il faut regarder quand même plusieurs indicateurs. C'est sympa. Quand bien même on arrive à décarboner l'économie, on stoppe les gaz à effet de serre, si on n'a pas d'eau propre et qu'on n'a pas d'abeilles, ça va être chaud de s'alimenter. Donc, si je me permets une fois de plus de vous donner quelques billes pour pouvoir être à votre tour des ambassadeurs du bio, si on ne veut pas être dans Interstellar, comme en Andalousie, il nous faut de l'eau. La première vertu du bio, c'est qu'il ne produit pas que des aliments délicieux, il produit une eau de qualité. En France, on a 33 000 captages, il y en a 200 qui sont fermés chaque année à cause de pollution agricole de produits synthétiques. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. Donc ce qu'on sait, c'est que les agences de l'eau, ces agences, ce service public qui ont pour mission de s'occuper de notre eau potable, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des agriculteurs près des zones de captage? Ils leur disent, s'il vous plaît, passez en bio. Ça nous coûte tellement moins cher à tous. Et puis surtout, ça produit une autre qualité, puisque la goutte de glyphosate qui est un instant T sur l'exploitation, dans 20 ans, on l'a dans le robinet. Donc ça, un futur, on ne pourra pas être en paix si on a de l'eau pas propre. La deuxième chose, c'est que c'est prouvé encore par la science. Chaque fois qu'une ferme passe en bio, elle régénère la biodiversité et on a 30% d'abeilles, de vers de terre en plus, etc. Donc là encore, les gens se plaignent tout le temps de la main-d'œuvre trop chère et c'est ceux-là même qui disent oui, on ira polliniser, on trouvera une solution technologique pour polliniser. Non, on ne trouvera pas. Il faudra payer des gens pour aller polliniser à la main. Est-ce que vraiment on veut ça? Non. Non, on a des abeilles qui le font une fois de plus gratuitement. Donc on va sans doute plutôt les préserver pour pouvoir continuer à avoir une nourriture qui dépend à 85% de la pollinisation. Et sur le carbone, là encore, il faut se rappeler que souvent on dit oui, mais le bio, si c'est pour venir de loin, ça sert à rien. En fait, si. Le bio, parce qu'il n'utilise pas des engrais azotés, donc ceux-là même qui sont très énergivores dont je vous parlais, dès que vous passez en bio, votre addition en termes de gaz à effet de serre, elle baisse. Et les gens qui vous disent oui, mais moi je préfère un produit qui vient de tout près plutôt que bio. Alors, déjà, on peut avoir les deux en France, parce qu'on est la première surface bio, donc pourquoi choisir? Et surtout, rappelons, comme le dit l'ADEME, que 80% des gaz à effet de serre de l'aliment, c'est la façon dont c'est produit. Donc c'est avec ou sans engrais, en gros pour résumer. Et c'est pas le transport. Le transport, c'est que 20%. Donc il vaut mieux prendre un aliment qui vient d'un chouïa plus loin, mais qui soit bio. Et puis, sur le début de ta question... C'était sur le dérèglement et l'adaptation, donc c'était très bien répondu, je trouve. Bon, voilà. La question est vite répondue. Juste en un mot, pour les ordres de grandeur, pour que tout le monde ait bien ça en tête, Najat a rappelé qu'un paysan au Ghana était 2700 fois moins subventionné qu'un paysan aux USA. On dit souvent que, en fait, tu es une lobbyiste, hein, évidemment, c'est le lobby du bio contre le lobby de la FNSEA, et ça fait match nul. Stop. Alors, le bio est une agriculture d'intérêt général.
Moi, je ne suis pas là pour vendre du bio, j'ai pas de bonus de fin d'année, donc non, je suis pas lobbyiste, puisque lobbyiste, par définition, c'est défendre des intérêts privés. Moi, je défends l'intérêt général. Donc, il n'y a pas de lobbyiste du bio. On arrête tout de suite, et quand bien même, on n'a pas de moyens. Donc, on peut payer personne pour aller à l'Assemblée nationale. Non. Merci beaucoup. On va clôturer ce premier tour de table avec toi, Léna, donc porte-parole des soulèvements de la terre, actuellement en installation agricole, en agriculture paysanne. Peut-être avant de parler du plaidoyer des soulèvements, un mot sur tout ce que tu as entendu. Justement, Laure vient peut-être de parler d'un sujet dont tu es très coutumière, à savoir effectivement le fait que si on veut continuer à avoir de l'agriculture, il faut de l'eau. Et j'ai l'impression que dans l'actualité, il y a des guerres de l'eau, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé une solution qui consiste à l'accumuler et en faire des très grosses piscines. Et il y a des gens qui pensent que c'est une bonne solution. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi est-ce que d'après toi c'est une solution qui va plutôt amener d'autres conflits et qui ne sera pas un facteur de paix? Ouais, bah, allons sur le sujet des méga-bassines. Bon, j'ai l'impression que... J'avais pas dit le mot. Hein, Ah ouais, non, mais voilà. Écoute, en même temps, voilà, je passe en dernier, il y a déjà plein de choses qui ont été dites, donc je commence à me dire, oula, mais sur quel sujet je vais aller? Oui, bah, du coup, les méga-bassines, bon, à chaque fois je le dis, ça me fait toujours... je vais réexpliquer brièvement ce que c'est, mais... c'est toujours un peu marrant pour moi, du coup, d'en parler à ce point, parce que lorsqu'on a démarré la lutte contre ces projets, au sein des soulèvements de la terre, du coup, à l'échelle nationale, mais en fait, dans le Marais Poitevin, qui est l'espace test de ces méga-bassines, dans les Deux-Sèvres, dont le Marais Poitevin, ça fait 20 ans qu'il y a des personnes qui se battent contre ces projets. Il y a 3 ans, personne ne savait ce que c'était et on avait du mal à faire venir des journalistes sur ce lieu de lutte-là, parce qu'on se disait, oula, mais c'est un débat d'irrigation entre les agriculteurs, en quoi ça nous intéresse? Du coup, pourtant, en fait, la question des méga-bassines, elle pose la question de l'accaparement de l'eau, et du coup, nous, si on considère que c'est un bien commun, tout comme les terres agricoles, ce qui touche vraiment du coup à toutes les questions dont on a parlé là, les questions de faim dans le monde, d'accès à l'alimentation, etc. Si on n'a pas accès à la terre, c'est compliqué de produire de l'alimentation de qualité et de faire en sorte que justement il y a un renouvellement des générations qui ait des paysans sur le territoire pour faire ce job-là. Mais du coup, les méga-bassines, donc c'est des réservoirs d'eau de minimum 1 hectare. C'est pour ça qu'il y a le préfixe méga devant. Donc des grandes piscines en fait de plastique dans lesquelles on stocke de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques. Le souci avec ces méga bassines, c'est qu'elles sont destinées à une minorité d'agriculteurs. Si c'est apparu dans les Deux-Sèvres, c'est que c'est une région où il y a beaucoup de je vais y arriver, en plus je fais des grandes cultures, la culture de céréales industrielles, notamment de maïs, qui est destinée principalement à nourrir les élevages industriels en France, notamment en Bretagne. 90% de la production porcine en France, malheureusement, c'est dans des fermes-usines avec des animaux qui verront jamais la lumière du jour. Et du coup, 6% des agriculteurs des Deux-Sèvres ont accès à ces 16 retenues de substitution, comme ils disent, qu'on préfère appeler méga-bassines. Et du coup, ça pose la question de justement quelle agriculture a accès à l'eau. Après, les méga-bassines ont aussi un impact sur la biodiversité assez considérable, surtout lorsqu'on est à proximité de la deuxième plus grande zone humide de France, le Marais Poitevin. On peut imaginer les dégâts que ça va faire. Mais on voit en fait qu'on est malheureusement à un moment où, peut-être que tu pourras rebondir dessus après, les politiques publiques, malheureusement en termes d'agriculture, continuent à aller dans le mauvais sens. Les méga-bassines, c'est subventionné à 70% d'argent public minimum. Et où du coup on se retrouve toujours en fait à favoriser les grosses exploitations agricoles, alors qu'on sait que petit à petit en fait on se retrouve avec des fermes qui grignotent les fermes voisines, souvent celles qui sont en difficulté économique ou celles qui ne trouvent pas de repreneurs, et qu'on se retrouve malheureusement en France avec une agriculture de plus en plus industrielle.
et que voilà, grosso modo, on va avoir quand même des grosses tensions en fait autour de l'eau, autour des usages de l'eau, et du coup là qu'il n'y ait aucun espace démocratique pour décider en fait justement où est-ce qu'on veut allouer cette eau-là qui, une fois qu'elle est dans la bassine, ne bénéficie plus, déjà aux écosystèmes, et où on se retrouve en fait à la place de justement mettre en place une agriculture paysanne, donc une agriculture, pour moi l'agriculture paysanne c'est de l'agriculture biologique, hein, la plupart du temps, enfin en tout cas voilà, là il y a une question de cahier des charges, mais en tout cas c'est dans cette dynamique là. À la place de décider de mieux stocker l'eau dans les sols, de mieux prendre soin des sols, on se retrouve voilà à juste proposer des outils qu'on qualifie de maladaptation au dérèglement climatique, hein. Les chercheurs parlent de ça vis-à-vis des méga-bassines, parce qu'en fait ça va juste industrialiser encore plus une agriculture qui défonce les sols, nous mène grosso modo droit dans le mur, à la place de mettre en place les solutions dès maintenant, donc qui met cette agriculture-là sous perfusion, alors que si on commence à enclencher les changements maintenant, peut-être qu'on a des chances de faire en sorte qu'on n'ait pas des gros soucis au niveau des rendements agricoles qui vont être malheureusement mis à l'épreuve à cause du dérèglement climatique. Voilà. Comme tu... Il faut prendre. Comme tu citais le fait effectivement qu'on a des exploitations qui sont de plus en plus grandes et donc par conséquent de plus en plus mécanisées, le narratif dominant, ça nous vend toujours ça comme un mouvement inéluctable, et à chaque fois, le marronnier des journalistes, c'est de revenir au bouquin du sociologue Henri Mandras en 1967, La fin des paysans. On nous dit de toute façon voilà, c'est comme ça, et puis dans le monde, ça va être pareil, dans tous les pays du Sud, de toute façon l'agriculture paysanne va disparaître, sauvée par des grandes cultures OGM. Comment est-ce qu'on déconstruit ce mythe qui voudrait en faire une évolution naturelle, alors que ça n'est évidemment pas naturel? Non, en effet, ça l'est pas du tout, et on favorise pas l'installation de jeunes paysans en France, alors qu'on voit bien que s'il n'y a pas de renouvellement des générations, on ne pourra pas du tout aller vers cette transition agroécologique qu'on espère et qui est même obligatoire. Comme tu l'as très bien dit, Laure, face à nous, il y a des limites planétaires. Si on ne prend pas soin de notre outil de travail, qui est notamment le sol, et puis toute la biodiversité qu'il y a sur nos fermes, on sait très bien qu'à terme, on ne va plus du tout pouvoir produire, en fait. Du coup, si on veut que cette transition agroécologique ait lieu, souvent la Confédération paysanne dit qu'il faut qu'il y ait 2 millions de paysans. C'est intéressant de voir que justement avant l'industrialisation de l'agriculture, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une grosse partie de la population qui était paysanne. J'ai oublié le chiffre exact, mais il me semble que c'était autour de 40%. Mais là, il y a 400 000 fermes actuellement, juste pour avoir un ordre d'idée. Et maintenant, on est à 1,5% de la population qui a un métier agricole. Donc, on voit bien quand même que ce métier, qui est quand même qui est profondément lié à notre capacité de subvenir à nos besoins, quasiment plus personne le fait. Pour plein de raisons, mais aussi parce que y a plein de candidats à l'installation en fait qui n'arrivent pas à s'installer, et ça moi je trouve ça quand même je trouve ça assez fou, notamment parce qu'ils ont pas ils se trouvent pas particulièrement de foncier. La France, justement pendant l'industrialisation, un des gros problèmes qu'on a eu, c'est qu'on s'est retrouvé avec une spécialisation des productions agricoles. T'as des régions d'élevage, je sais pas, typiquement la Basse-Normandie, où on fait de l'élevage laitier surtout, et à côté il y a la Beauce où on fait que des grandes cultures, alors que en fait, le modèle qui est vraiment vertueux, c'est le modèle de la polyculture élevage, parce qu'en fait on a besoin du fumier des bêtes pour fertiliser nos sols. Après on peut aussi utiliser les légumineuses en effet, mais on a besoin de modèles diversifiés aussi pour que les choses fonctionnent. Et du coup là, quand on se retrouve en effet avec des grandes exploitations, qui sont de plus en plus grandes, hyper spécialisées, c'est très compliqué à reprendre. Et il va falloir qu'il y ait, je pense, des politiques publiques en fait qui aident à ces installations-là, qui redécoupent des fermes qui parfois font 200 hectares, coûtent 1 million, 2 millions d'euros. Moi là, vers où j'habite, je suis à la limite de la plaine de Caen. Les fermes dans la plaine de Caen, elles coûtent plusieurs millions d'euros. Donc qui va reprendre ça ? À moins d'être fils de céréalier et d'avoir déjà une grosse trésorerie, en fait, c'est juste impossible. Et là, je parle de quelques leviers. Désolée si c'est pas particulièrement bien structuré, mais
Je pense qu'il va vraiment y avoir besoin, en effet, de politiques à la hauteur là-dessus, d'assurer un revenu aux agriculteurs aussi, parce qu'il y a des inégalités énormes en fait, dans le monde agricole. La plupart des fermes qui disparaissent, c'est des fermes d'élevage. Entre le revenu que va avoir un grand céréalier dans la Beauce, justement, et un éleveur bovin-lait en Normandie, enfin voilà, il y a un monde. Il y a un gars qui fait 100 heures par semaine et qui maintenant vend son prix, son lait bio parfois moins cher que du lait conventionnel, et de l'autre, en fait, on a souvent même des patrons de grandes entreprises agricoles qui font des centaines d'hectares, qui vont même plus être ceux qui conduisent les tracteurs, hein. Ils vont juste gérer des salariés agricoles qui vont cultiver leurs terres et qui vont avoir des salaires très confortables. Et du coup, voilà, si on veut aussi mettre fin à ces inégalités-là, il faut vraiment que les paysans ils soient payés décemment. Le mouvement des soulèvements de la terre, il est en France, mais il a des solidarités avec d'autres mouvements internationaux, notamment la Via Campesina, qui rassemble vraiment des millions de paysans dans le monde. Il y a une de leurs représentantes qui avait fait un discours très enlevé au Parlement européen, à l'issue duquel elle appelait effectivement à des actions publiques très importantes, comme réguler les marchés, créer des stocks publics d'aliments pour justement éviter les famines, faire de la commande publique auprès des petits producteurs. Ça je veux dire, n'importe quel État pourrait le faire. Et en dernier lieu, ne jamais utiliser la nourriture comme une arme ou un carburant de substitution au pétrole. Est-ce que, évidemment, les soulèvements soutiennent ces mesures, et laquelle en particulier te semble applicable dès demain? Alors, c'est vrai qu'au sein des soulèvements de la terre, il y a la Confédération paysanne qui du coup fait partie de la Via Campesina, donc le réseau de tous les syndicats d'agriculture paysanne. Ce qui est assez intéressant par rapport aux 2% de surface à l'échelle mondiale que tu as donné en bio, du coup je me demandais si c'était ce qui était labellisé du coup, parce que à côté, ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture paysanne et familiale, du coup une agriculture qui a ses ambitions de justice sociale et écologique, et donc souvent qui a des pratiques proches de la bio, elle est majoritaire dans le monde. Du coup, la Via Campesina, en fait, c'est un réseau syndical énorme. Bon, voilà, en France, la Confédération paysanne, elle fait 20%, mais la Via Campesina, c'est une force assez incroyable. Nous, c'est vrai que j'avoue que sur le côté institutionnel, on a quand même fait quelques propositions sur le foncier, parce que l'accaparement des terres, on a décidé vraiment de faire un focus là-dessus, parce qu'il y a d'un côté l'accaparement des terres pour la bétonisation, et de l'autre l'accaparement des terres par l'agro-industrie, et que pour nous c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Après, là, pour avoir un plan justement sur toutes les questions paysannes, j'ai l'impression de ne pas forcément avoir de choses plus précises à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est peut-être le cœur de notre action, c'est qu'on considère que c'est vraiment justement aux paysans, et donc à ceux qui travaillent la terre, pas à ce qu'on pourrait appeler des agri-managers, je sais pas, comme Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, justement, voilà, qui est juste à la tête de ces multiples entreprises, qui a 700 hectares et qui, je pense, est vraiment pas souvent dans son tracteur. On considère que c'est ceux qui cultivent la terre qui doivent avoir leur mot à dire, et qui doivent pouvoir faire en sorte que des politiques qui facilitent leur travail et qui permettent de pérenniser et d'élargir le nombre de fermes en agriculture paysanne, il faut que ça vienne d'eux et qu'on leur laisse la place, quoi. Alors j'ai encore 2-3 heures de questions devant moi. Il semblerait que j'ai qu'une grosse demi-heure. J'ai juste un rebond avec Olivier et Najat, et normalement après on va faire circuler un micro dans la salle, parce que j'espère que vous avez des questions aussi. Olivier, dans ton livre Changer de boussole, toi tu insistes beaucoup sur les notions d'agroécologie, plus que du bio. Peut-être que ce soir devant l'or tu as envie de faire un plaidoyer pour le bio, mais peut-être un rebond sur tout ce que tu as entendu sur la nécessaire transition vers une agriculture différente de celle qu'on a aujourd'hui. Attends, on ne t'entend pas. Soit tu as coupé ton micro, soit c'est la régie qui t'a censuré. Attends, Olivier, on t'entend pas. Il n'entend pas non plus. Ah oui. Je pense que la CGT FNSEA, ulcérée par ce que vient de dire Léna Lazare, a décidé de couper. Tu veux que je parle d'abord? Alors, bon, le temps que tu reviennes, Olivier, dans une seconde. Je vais répondre à ta question. Tu veux répondre à ma question? Parce que j'en avais une autre pour toi. Mais... Ok, d'accord. Non, j'en avais une autre pour toi. Alors,
comme ministre, c'est pas périssable. Je pense que la chose publique t'intéresse encore un peu. Et nourrir le monde pour nourrir la paix, on voit bien, notamment avec ce qu'a dit Léna au début, à travers l'exemple des méga-bassines, que, y compris en France, la question de l'accès à la nourriture devient de plus en plus violente. Sur les 8000 personnes qui sont fichées S en France, il y en a 2000 qui sont des militants écologistes, alors que, enfin, je veux dire, c'est quand même relativement dramatique. Et on voit des tensions qui sont de plus en plus violentes. Quelle serait, d'après toi, la manière la plus raisonnable d'amener à une décélération de ces conflits-là ? D'abord, ça ne me paraît pas du tout naturel de ficher S des militants écologistes, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je voulais quand même rebondir sur ce que vous disiez sur le bio, parce que dans tous les arguments que vous avez utilisés, je trouve qu'il y en a un qu'on n'utilise peut-être pas assez, alors que pour moi, c'est l'un des plus frappants, au-delà du taux dévastateur de suicide que tu évoquais, c'est les pathologies provoquées chez les agriculteurs par la surexposition aux pesticides. Moi, je ne suis pas une spécialiste comme vous semblez l'être, mais il se trouve que dans mon territoire, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, j'en connais beaucoup des agriculteurs et je vois dans quel état physique de santé ils partent à la retraite. Mais rien que cet argument-là devrait suffire. En fait, je veux dire, on ne devrait plus supporter d'avoir des gens qui travaillent pour nous au prix de leur vie, en fait, ou de leur qualité de vie à ce point-là. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus. Et du coup, ça répond peut-être à ta question. En fait, je pense tout simplement qu'il faut retrouver du sérieux sur ces questions-là. L'ultra-polarisation auquel donnent lieu la plupart de nos débats et qui affecte aussi cette question de l'alimentation et de l'agriculture, elle est insupportable. Il faut retrouver du sérieux parce qu'en France, je viens de le dire, on a des éléments quand même qui attestent que notre agriculture intensive, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dysfonctionne profondément. Mais aussi dans les pays du Sud que j'évoquais tout à l'heure, parce que je n'ai pas évoqué un phénomène auquel on assiste, qu'on appelle le double fardeau du surpoids et de la sous-alimentation en même temps, que vous connaissez peut-être, et qui est lié au fait de recevoir en fait, des aliments tellement transformés, de tellement mauvaise qualité, qui sont le fruit aussi de cette industrie-là. Et on parle de populations que justement on empêche finalement d'exercer leur métier d'agriculteur pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui vont s'agglutiner dans des villes où elles ont un pouvoir d'achat très faible et n'ont en fait pas d'autre solution que de consommer ces aliments ultra transformés. Donc tout ça, quand je parle du surpoids, ça veut dire derrière du diabète, ça veut dire tout un tas de pathologies qui vont avec. Et voilà, c'était juste ma conclusion. Je pense que tout ça nécessite du sérieux dans la réflexion pour nous prémunir contre tous ces dangers. Ouais, merci d'avoir rappelé le double fardeau, parce que c'est vrai que c'est quand même une dinguerie quand on pense que la quête historique de l'humanité, c'est de réussir à réguler la faim, et que depuis 2020, et ça n'a malheureusement jamais été démenti chaque année, il y a plus d'enfants obèses que dénutris dans le monde. C'est ce qui est quand même vraiment fou. Olivier, est-ce que tu es revenu? Je suis toujours là. Non. Si, on t'entend? Ouais. Ah bah vas-y, lance-toi alors. Non, deux commentaires très brièvement. D'abord sur l'échange qui a eu lieu entre Laure et Léna sur les différents types d'agriculture. Je voudrais peut-être tordre le cou à des préjugés assez courants sur les mérites respectifs de l'agriculture pratiquée à petite échelle par ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, et d'autre part l'agriculture pratiquée à grande échelle avec une mécanisation forte et qui caractérise en fait l'évolution générale de la production agricole dans les pays riches depuis un siècle. On croit souvent que l'agriculture pratiquée à grande échelle est plus productive parce qu'elle est capable d'augmenter les rendements en misant sur les économies d'échelle et une mécanisation beaucoup plus poussée. Mais en réalité, l'agriculture pratiquée à plus petite échelle, avec des systèmes agricoles beaucoup plus diversifiés, reposant, comme Léna l'a dit, sur des systèmes de polyculture-élevage, c'est une agriculture qui est extrêmement productive à l'hectare. On produit plus à l'hectare sur des petites fermes qui sont gérées selon les principes de l'agroécologie et de la diversification des cultures que sur des grandes exploitations qui misent sur les économies d'échelle et une mécanisation très poussée. Le problème qui explique le préjugé favorable aux grandes surfaces,
c'est que celles-ci sont plus compétitives sur les marchés. Elles peuvent produire des volumes à faible coût grâce aux économies d'échelle qu'elles peuvent réaliser, grâce au fait que les externalités négatives qu'elles causent ne sont pas incluses dans leur coût de production. Et donc, dans le marché tel qu'il est organisé aujourd'hui, l'agriculture paysanne est perdante, elle est moins compétitive, mais elle est beaucoup plus efficiente dans l'utilisation des ressources, elle est simplement plus chère à pratiquer, notamment parce qu'elle est plus intensive en main-d'œuvre et qu'elle est moins outillée pour satisfaire aux attentes des grands acheteurs, des grandes firmes de l'agroalimentaire sur les marchés qui veulent du volume, qui veulent de l'uniformité et qui sont moins bien outillés pour accueillir au fond l'agriculture issue, enfin les produits agricoles issus d'une agriculture paysanne plus diversifiée. Et alors deuxième point sur lequel Vincent m'interpellait, oui, je suis un partisan de l'agroécologie et l'agroécologie c'est très simplement le bon sens qui consiste à miser sur les complémentarités entre culture, arbres et animaux dans ces systèmes de polyculture élevage qui ont été évoqués et qui visent à maximiser, je dirais, les complémentarités entre ces différentes composantes de la nature à l'échelle de la parcelle agricole. Donc c'est l'inverse de la simplification, c'est l'inverse de l'uniformisation, c'est l'inverse de tout ce vers quoi tente à nous porter l'industrialisation de l'agriculture. Mais c'est essentiel pour la santé des sols, pour l'agro-biodiversité, et c'est une manière aussi de réduire les coûts de production, parce qu'en utilisant moins d'intrants chimiques, moins d'engrais azotés et de pesticides, on a des coûts de production qui sont mieux maîtrisés et qui sont moins volatiles, parce que moins liés aux évolutions erratiques des marchés de l'énergie. Donc pour beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices qui se portent vers l'agroécologie, ils constatent une baisse des rendements au début, au moment où le système se met en place. Il faut les soutenir donc dans ces transitions, mais en même temps, ils sont moins dépendants des variations des coûts des intrants qui sont très pénalisants pour les agriculteurs et les agricultrices, comme on l'a vu d'ailleurs au début de l'année 2022, quand les prix de l'énergie ont explosé, eh bien, le coût de production agricole a explosé en même temps en raison de ces liens entre les marchés agricoles et les marchés de l'énergie. Voilà, donc tout ça pour compléter le plaidoyer qu'entamait Laure sur l'agriculture bio et pour, je dirais, d'autres arguments qui viennent plus d'une démarche qui insiste sur l'agroécologie. N'oublions pas que le bio, ça correspond à une réglementation très spécifique qui, au départ, a été imaginée pour protéger les consommateurs, les consommatrices des craintes que ceux-ci et celles-ci pouvaient avoir à l'égard de la santé résultant de l'usage des pesticides. Le bio, depuis, je dirais, s'est développé dans d'autres directions, mais à l'origine, c'est de cela dont il s'agissait. Alors que l'agroécologie vient beaucoup plus d'une préoccupation liée à une gestion saine et durable des ressources et à une diversification des cultures. Et donc, pour l'instant, le bio et l'agroécologie sont en train de se rapprocher dans ce souci d'une agriculture plus diversifiée et soutenant la santé des sols. Et donc, la capacité pour les sols de maintenir leur fertilité naturelle sans qu'il faille booster la production de manière artificielle par des intrants toujours plus importants. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Et Laure, est-ce que j'ai vu que tu veux peut-être dire un mot de ton nouveau chargé de plaidoyer à l'agence bio qui va te... Non, juste une petite clarification pour qu'on reparte tous avec les idées au clair. Qui dit paysan ne dit pas automatiquement bio, et qui dit bio ne dit pas paysan. On peut tout à fait être un paysan et utiliser un petit giclée de glyphosate de temps en temps. Mais à ce moment-là, on n'est pas bio, parce que c'est totalement interdit en bio. À l'inverse, on peut être bio et être, comme on a évoqué, un peu plus industriel, puisqu'il y a effectivement des grandes fermes en bio. Gardez juste en tête que quand on est en bio et qu'on veut faire une énorme ferme en bio, par exemple un énorme poulailler en bio, comme vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de mètres carrés par poule, si vous voulez beaucoup de poules, vous allez devoir avoir beaucoup d'espace. Et donc le banquier va un peu tordre le nez. Donc mécaniquement, le règlement bio contraint et freine le gigantisme. Mais en aucun cas, on a souvent parlé du bio qui s'industrialise. C'est possible, effectivement, et c'est bien pour permettre d'avoir un bio accessible au maximum d'entre nous.
En revanche, mécaniquement, on ne pourra jamais atteindre le même degré de gigantisme, et les fermes bio sont en moyenne 20% plus petites, et elles sont plus enclines justement à recourir à la polyculture élevage. Et juste sur le plastique dont tu me parlais tout à l'heure, effectivement, alors le bio, c'est bien, mais c'est pas parfait. Ce n'est pas une auréole de sainteté, donc ça n'exclut pas non plus le plastique. Beaucoup de serres sont en bio dans cette région d'Almeria au sud de l'Espagne. Rappelons juste que le bio, c'est un mode d'emploi, c'est un cahier des charges agronomique, ça dit comment c'est produit dans le champ, c'est-à-dire pas de chimie synthétique, des animaux nourris en bio avec de l'espace, en gros, pas d'OGM, mais ça ne dit pas effectivement qu'on a interdiction ou d'emballer la banane en plastique. Tout le monde me parle des bananes emballées en plastique en bio, donc c'est pas un mode d'emploi d'emballage, c'est un mode d'emploi agronomique. Ça dit comment c'est produit, ça dit pas où, ça dit pas sous quelles conditions de plastique. Donc oui, le bio n'est pas parfait, mais pour l'instant on n'en a pas de meilleur. Monsieur, il y avait une question, oui. Voilà, moi je voulais juste faire une contribution. Parce que... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais faire une contribution par rapport surtout à la migration, par rapport à l'alimentation et par rapport à la migration. C'est-à-dire que ceux qui viennent, tous ceux qui sont migrants, sont des migrants économiques. Simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux ce dont ils ont besoin pour vivre. Si maintenant dans nos pays, qui ne manquent pratiquement de rien, s'il y avait suffisamment d'alimentation, s'il y avait de bonnes politiques agricoles, personne ne sentirait le besoin de quitter son pays pour aller ailleurs. On ne peut pas comprendre que moi je suis sénégalais, dans un pays comme le Sénégal, où on a le fleuve Sénégal, qui quitte depuis les Falémé, depuis la Guinée, sur un chemin qui parcourt 600 km. Et chaque année, on regarde 10 milliards de mètres cubes d'eau se jeter dans l'océan. Alors qu'on a des terres à irriguer. On ne fait absolument rien pour irriguer ces terres. Tous ces pays ont le potentiel pour être autosuffisants. Tous ces pays ont le potentiel pour ne pas dépendre de notre pays, pour maintenir leur population sur place. Mais malheureusement, vous l'avez dit tout de suite quand vous avez fait une comparaison entre l'agriculteur guinéen et l'agriculteur américain par rapport aux subventions. Mais les subventions qu'ils les donnent, quand la Banque mondiale et le FMI disent aux pays africains, nous pouvons vous financer, mais vous n'avez pas le droit de subventionner vos agriculteurs. Vous n'avez pas le droit de subventionner vos agriculteurs. Vous devez pratiquer la vérité des prix. Si vous cultivez le kilo de riz, vous revient à 1000 francs, vous devez le vendre à 1000 francs plus quelque chose à vos populations. Même si vos populations n'ont pas les moyens d'acheter ce riz-là. Donc, on a comme l'impression qu'il y a toute une machination, il y a toute une organisation qui entretient la pauvreté dans ces pays. Et je prends l'exemple de la pêche que je connais le mieux d'ailleurs. Parce que si aujourd'hui, il n'y avait pas ces bateaux européens qui venaient concurrencer les pêcheurs sénégalais, mais aucun pêcheur sénégalais n'aurait besoin de venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, il y a au moins 718 km de côte. Il y a au moins 2 millions de personnes sur les 18 millions de Sénégalais qui dépendent de la pêche. Mais ces gens ont toujours vécu aisément de la pêche. C'est quand il y a eu la concurrence déloyale de la pêche industrielle qui est venue détruire tout, ravager tout, prendre tout, enlever le pain de la bouche des pêcheurs sénégalais, que maintenant ces pêcheurs sont obligés de s'embarquer dans des barques, dans des pirogues, pour venir se déverser sur les îles Canaries. Mais avant, il n'y avait pas ça. Moi, les hommes de ma génération n'avaient pas besoin de la migration, ils n'avaient pas besoin de venir en Europe, parce qu'ils vivaient aisément. La pêche nourrissait son homme. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale. Des bateaux qui viennent prendre le poisson, même s'ils n'en ont pas besoin. Même si ce poisson doit finir dans les déchets des supermarchés, on vient le prendre, on vient le chercher. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom d'une certaine force. On s'impose aux pays africains, on leur enlève ce qui doit les faire vivre. Et cela oblige la population à venir malgré eux. Mais celui qui vient pour être agriculteur, être ouvrier agricole en Espagne, alors que chez lui, il a laissé des milliers d'hectares, il a laissé un ensoleillement annuel de 365 jours dans l'année. Il a de l'eau de surface. Mais est-ce qu'on n'a pas le moyen de maintenir ces populations sur place
en finançant correctement leur agriculture, en leur laissant leur pêche et leur poisson. Mais c'est parce qu'il y a quelque part une organisation qui ne dit pas son nom et qui pousse les gens, qui les maintient dans la pauvreté et les pousse à quitter leur pays. Merci. Merci à vous. La question, enfin, la proposition m'a l'air réfléchir, peut-être une réponse sur l'attitude effectivement de la Banque mondiale et du FMI. Non mais d'abord vraiment merci monsieur parce que votre intervention était absolument lumineuse. C'est exactement ça, j'en partage chaque mot. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, ont été mises en place à une période de notre histoire où la décolonisation n'avait même pas eu lieu. Donc imaginez qui était autour de la table pour les concevoir et en réalité pour continuer à guider les principales positions aujourd'hui. Et c'est ce qui a donné notamment toute cette politique d'ajustement structurel où on acceptait de donner de l'aide aux pays du Sud pendant des années uniquement à condition qu'ils ne fassent pas un certain nombre de choses, dont les subventions que vous disiez aux agriculteurs. Tout cela est absolument insupportable. Je le redis, enfin, ma phrase du début, la fin n'existe pas en tant que telle, c'est parce qu'il y a des affameurs. Honnêtement, c'est un système dans son ensemble qu'il faut revoir. Il y a des responsabilités évidentes. Et je n'exonère pas les gouvernements des pays du Sud de leurs responsabilités. Hein. Je l'ai dit, hein, eux aussi, ils doivent mener des politiques publiques qui cessent de déserter l'agriculture. Au contraire, il faut vraiment investir dans cette agriculture, aménager le territoire, donner accès au crédit aux agriculteurs, ce qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui, etc. Mais il y a aussi une responsabilité à l'échelle internationale dans les rapports Nord-Sud, les inégalités qui ont été forgées avec l'histoire et qui sont cristallisées aujourd'hui et qu'on oublie un petit peu trop facilement d'interroger. Et c'est vrai que moi, j'avoue qu'avec ma double casquette, à la fois solidarité internationale et la question des réfugiés, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas plus souvent le lien entre ces migrants dont visiblement beaucoup de populations au Nord disent ne pas vouloir et le fait qu'on est un petit peu responsable de leur création même. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. On a encore le temps de prendre quelques questions. Il y en a une au premier rang. Il y en avait une autre ? Oui, il y avait une question. Allez-y, Okay. On peut les grouper. Une question sur la représentation agricole. Il y a les élections des chambres d'agriculture, donc c'est la prochaine élection qui arrive au début d'année prochaine. Et du coup, on voit que le secteur agricole est quand même souvent mal représenté. On voit que les agriculteurs demandent à être mieux rémunérés et ce n'est pas du tout ce qui est ressorti de la crise du printemps. Donc est-ce que vous avez un regard là-dessus? Et un deuxième, pour tordre le cou, la bio c'est plus cher. On parle souvent des externalités négatives, mais même le prix en direct, si on s'affranchit des intermédiaires, si on change un peu son alimentation, enfin essayer de montrer que le bio c'est pas cher aussi, et puis ça fait vivre des agriculteurs qui essayent de faire autrement. Donc je ne sais pas si vous avez des arguments aussi là-dessus. Oui, je sais pas, tu veux On la commencer met de pour côté, il y en a une autre devant, mais elles sont notées, on répondra aux deux points. Oui, bonjour et merci d'abord à toutes les quatre, tous les trois, plus. Je suis fluide. Voilà. Donc peut-être un point de commentaire et une question. Le point de commentaire, c'est donc vous avez parlé de la dépendance des pays au commerce mondial de l'alimentation avec le riz, le blé, et vous avez parlé de la crise du Covid et de la crise des matières premières d'Ukraine. Moi, je crois que c'est très important de revenir encore plus loin dans l'histoire, revenir à l'histoire du commerce triangulaire, dans lequel on faisait venir du riz d'Indochine pour casser les prix des céréales en Afrique, pour obliger les paysans à produire de l'arachide pour notre industrie. Et donc cette histoire de la déstabilisation des marchés internationaux des céréales, elle n'est pas par hasard, elle est le résultat d'une planification très claire, menée y compris par la France comme puissance coloniale, et dont on paye maintenant le prix. Alors, ma question, elle va être pour vous trois, mais pour vous quatre, mais beaucoup peut-être pour Olivier De Sutter. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jean Ziegler à un moment, un de ses prédécesseurs. Et une des grosses questions que Jean Ziegler avait, et vous l'avez mentionné, c'est la question des externalités. Et en fait, on dit les paysans doivent vivre de leur production et doivent avoir un revenu tout à fait de qualité par rapport à leur production. Mais en fait, on oublie qu'ils jouent un rôle bien supérieur que leur production.
Moi, je vis en Provence. Il n'y a plus de petit élevage pastoral. D'un seul coup, le genêt s'est développé et les forêts brûlent. Et donc, il y avait des externalités d'entretien du paysage dans des tas d'endroits où la terre coule, et simplement parce qu'il n'y a plus de paysans pour entretenir les terrasses. Et donc, comment on fait pour inclure dans cette dynamique de prix et de rémunération non seulement la production, mais aussi le fait qu'il y a ce service écologique que les agriculteurs font pour entretenir nos campagnes, entretenir les berges, entretenir les terrasses, entretenir les forêts, entretenir les champs pour éviter que tout se parte à la première grande pluie. Et donc comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça? Parce que si on ne le fait pas non plus, ça ne sera pas seulement sur le prix à la production qu'on arrivera à s'en sortir. Merci. Merci beaucoup. Olivier, on va commencer par celle-ci et on reviendra à la représentativité agricole et le bio pas cher. Donc sur les interactions, Olivier? Oui, alors peut-être deux points très brièvement. Le premier, pour rebondir sur l'échange entre notre collègue du Sénégal et Najat, je crois qu'une tâche aveugle dans la discussion, à laquelle mon prédécesseur Jean Ziegler était également très attaché, c'est la question de la dette. Une des raisons majeures pour lesquelles les cultures vivrières n'ont pas été encouragées dans le très grand nombre de pays en développement, c'est parce que ces pays ont dû miser sur des cultures d'exportation permettant d'avoir accès aux marchés mondiaux et par conséquent de rembourser leurs dettes. Si on a une dette libellée en dollars, en euros ou en renminbi, on ne va pas la rembourser en cultivant la patate douce ou le manioc pour satisfaire les besoins de la communauté locale. On va rembourser ces dettes en cultivant effectivement l'arachide, le café, le cacao par exemple. Et donc beaucoup de ces pays sont en fait coincés dans cette injonction à produire, mais pas produire n'importe comment ni n'importe quoi, mais à produire pour les marchés mondiaux, pour satisfaire les demandes de consommation des consommateurs des pays riches. Et c'est par conséquent seulement si on affronte la question de la restructuration et de la réduction, de l'effacement des dettes des pays pauvres qu'on va leur permettre de développer leur système agroalimentaires locaux en donnant la priorité, comme il le faudrait, à la satisfaction des besoins locaux. Alors, s'agissant de la dernière intervention, oui, c'est vrai qu'on a un système agricole où on ne tient pas du tout assez compte des externalités négatives et positives. On ne facture pas aux grands acteurs qui sont responsables de la perte de biodiversité, de la pollution des sols et des nappes phréatiques, les coûts pour la collectivité de leur manière de pratiquer l'agriculture, et on ne récompense pas, à l'inverse, celles et ceux qui, dans la profession agricole, rendent des services à la collectivité. On commence à le faire, mais ça n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il me paraît sidérant, par exemple, qu'il faille encore payer plus cher pour s'alimenter de manière à la fois bonne pour la santé, ce qui réduit les coûts en soins de santé pour la collectivité, et de manière plus respectueuse de l'environnement, qu'en s'alimentant mal au détriment de la santé et des humains et des sols et des écosystèmes. Et donc, le système marche un peu sur sa tête quand, au fond, les mangeurs et les mangeuses doivent payer plus cher pour manger de manière à réduire les impacts environnementaux et sanitaires de ceux dont ils encouragent la production par leur pratique de consommation. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose vraiment fondamentalement à revoir. Les prix nous mentent parce qu'ils n'intègrent pas ces impacts sociaux, sanitaires, environnementaux de l'agro-industrie, et ils ne récompensent pas, comme il le faudrait, les hommes et les femmes qui pratiquent une agriculture beaucoup plus durable et rendant les services environnementaux que l'on attend d'eux qu'ils rendent. Merci beaucoup. Laure,
Alors sur le bio pas cher et pour la culture de la salle, au passage, Olivier, disons que certains ne payaient pas les coûts. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que les agences de l'eau payent chaque année pour dépolluer les cours d'eau à cause des pratiques le rapport est disponible, c'est le Commissariat général au développement durable, je crois que c'est 8 milliards. Ouais, c'est ça. Je n'étais pas sûr, je voulais pas oui, dire. Il me semble, oui, c'est ça. Oui, effectivement, d'une manière générale, le bio, c'est l'agriculteur qu'on aime bien avoir comme voisin, parce que déjà, on est un peu moins stressé quand il traite dans les champs, et aussi parce que ça réduit la facture d'eau, puisque je ne sais pas si vous avez en tête la facture moyenne d'un ménage en France. On paye en moyenne par ménage 400 € par an pour l'eau. Si on devait massivement dépolluer, comme ça a été le cas, par exemple, pour le chlorothalonil en Suisse, où il y a eu une augmentation de 70% de l'eau, ce serait quand même malvenu en pleine période de tension sur le pouvoir d'achat, ce qui me fournit une transition pour le prix du bio. Alors, vous mettez le doigt sur un point qui nous embête pas mal à l'agence, puisqu'actuellement, il n'y a pas d'observatoire des prix du bio. Il n'y a pas d'ailleurs de prix du bio. Il n'y a pas un prix, il y a des prix du bio. Le bio est vendu pour moitié en grande distribution. Donc on sait qu'en grande distribution, c'est 30 à 50% plus cher. Mais ce qu'on dit moins, c'est que dans tous les autres circuits, et notamment la vente directe, où un œuf bio c'est à 30 centimes, où les pommes de terre sont à 3 € le kilo, on n'a pas du tout les mêmes prix que pratiqués en grande distribution. Donc oui, il existe du bio pas cher. D'ailleurs, ça aussi, on l'a beaucoup poussé à l'agence bio, mais ça avait été peu réceptionné par les médias, c'est que le bio est en croissance dans tous les circuits, sauf la grande distribution cette année. Parce que, évidemment, vu que la grande distribution a enlevé des rayons, c'est compliqué de faire du chiffre d'affaires avec un produit qui n'y est pas. Donc oui, effectivement, il y a du bio pas cher. Et d'une manière générale, à l'agence bio, nous, on a 3 messages à passer aux citoyens, en tant qu'on est un groupement d'intérêt public. Donc le premier, c'est ce qu'est le bio. Parce que, en fait, sinon, on ne va pas s'amuser à payer plus cher quelque chose si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'où l'importance de savoir que le cahier des charges, oui, ça ne parle pas peut-être du plastique ou de commerce équitable, mais ça parle de pesticides synthétiques, ça parle de GM, ça parle de bien-être animal. Le deuxième message qu'on passe, c'est pourquoi c'est bien. Et à ce moment-là, on se contente juste d'avancer toutes les preuves scientifiques qui montrent qu'il y a 30% de biodiversité en plus, des coûts d'eau, des coûts de traitement de l'eau qui sont considérablement diminués, des agriculteurs heureux. Et le troisième point, c'est qu'on dit oui, on peut manger plus de bio à pouvoir d'achat égal. L'INRAE, en la personne de Louis-Georges Solaire, a fait une étude. Ils ont pris des familles, pouvoir d'achat égal. D'accord ? Ils ont fait des carottages et ils ont pris les familles qui mangeaient plus de 70% de bio et celles qui n'en mangeaient pas. Eh bien, il n'y avait pas 30 à 50% d'écart entre les deux familles, entre celles qui mangeaient très bio et celles qui ne mangeaient pas bio. Elles ne payaient pas 30 à 50% plus cher leur nourriture. Elles ne le payaient plus cher que de 12 points, ces familles en bio. Le bio, ce n'est pas forcément une question de pouvoir d'achat, c'est avant tout une question d'éducation et d'envie. Parce que ça demande un peu plus d'efforts et de ne pas faire ses courses au même endroit, de plus cuisiner, de beaucoup plus drastiquement lutter contre le gaspillage alimentaire, de cuisiner par exemple les fameuses légumineuses, celles-là dont on parlait au début, qu'on met dans les champs pour capturer l'azote. Bon, ça ne sert à rien de produire des pois chiches pour mettre de l'azote dans l'essence si personne ne le mange, il faut bien le manger. Donc, ça veut dire faire son hummus, etc. Donc oui, le message, c'est qu'on entend beaucoup le bio plus cher. La CLCV, ce chercheur de l'INRAE, il y a beaucoup de gens qui montrent que, en fait, non. Mais ça veut dire qu'il faut faire une transition alimentaire. Et faire sa transition en alimentaire, c'est encore assez flou. Autant en transition énergétique, on voit bien, on laisse tomber la bagnole qui fait de la fumée noire et on va vers les éoliennes et les vélos. Autant la transition alimentaire, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais comme course et qu'est-ce que je fais comme menu lundi ? Bon, spoiler, ça veut dire effectivement plus de bio, moins de gaspillage, des protéines animales mieux dosées. On a besoin d'élevage en bio pour fertiliser, mais peut-être à des doses plus raisonnables. Plus de légumineuses. On n'en mange plus que 2 kilos par an, c'est ridicule, et par habitant. Donc tout ça, c'est des leviers qui sont promus sur le site de l'agence bio, qui sont promus par l'ADEME, et vous mettez le doigt sur un sujet qui est au-delà du prix. En fait, il faut avoir les capacités, un savoir-faire basique. Si on est trop en analphabète des casseroles, effectivement, c'est plus difficile de cuisiner du bio à pouvoir d'achat égal. Quand tu dis mieux dosé, il faut quand même rappeler que le programme national nutrition santé, donc pas vraiment une officine militante, dit que les Français mangent 4 fois trop de protéines animales par an. Donc effectivement, il y a de quoi baisser assez largement. À chacun de situer où le PLNS dit 300-500 grammes de viande par semaine. Oui. Donc à chacun d'évaluer où il est par rapport à ça, s'il est à 1,5 kg ou à 200 grammes. Léna, sur la question de la représentativité. Oui, c'est sûr que les élections agricoles, elles arrivent en janvier, donc j'ai l'impression que... Et il n'y a pas de syndicat bio, précisons-le. Ah oui, oui, il y a la FNAB, mais c'est pas un syndicat. Après, la grande majorité des adhérents de la conf sont en bio.
pour revenir sur notre discussion, oui, mais sur agriculture paysanne et bio, c'est pour ça que... Juste peut-être que tout le monde soit familier. Dans chaque département, il y a une chambre d'agriculture. Oui. Il faut en élire un président qui est issu des syndicats agricoles. Et ensuite, il y a des chambres d'agriculture régionales. Et le patron à la tête de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un interlocuteur extrêmement important des pouvoirs publics. Et donc, il va y avoir des campagnes qui sont en cours où il y a 4 syndicats qui se présentent, c'est ça 4 Ouais. Oui, voilà. Et pas de bio. Ouais. Non, mais je mets le doigt sur un sujet sensible, mais qui devient un peu un sujet au sein du monde agricole sur est-ce que la conf défend suffisamment bien les intérêts de la bio ou pas. Mais bon, bref, du coup, oui, enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que la profession est mal représentée. Je pense que déjà, il y a un gros problème, c'est que, en gros, c'est réglementé. Pour être exploitant agricole à titre principal, bon, on dit toujours, maintenant ils essaient même à la Chambre de dire plutôt entrepreneur agricole, parce que bon voilà, c'est sûr que exploitant, quand on parle de la terre quand même, c'est pas un très joli mot, mais notamment la Confédération paysanne, elle demande depuis longtemps que ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ce statut, typiquement parce que leur surface est trop petite, et sur certaines productions ça peut être le cas, qui sont appelés des cotisants solidaires, puissent avoir le droit de voter. Donc déjà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En fait, il y a des gens qui sont double actifs ou qui ont des surfaces qui ne correspondent pas aux critères. Ou, bref, il y a plusieurs conditions, des conditions de surface, de revenus, qui ne peuvent pas voter encore. Et j'ai l'impression aussi que les salariés agricoles qui ont le droit de voter, souvent, ont pas forcément, ont encore moins peut-être l'automatisme d'aller voter que les exploitants agricoles, chez qui il y a une très forte abstention. J'étais assez étonnée d'apprendre il n'y a pas longtemps que donc les personnes vraiment qui sont encartées dans un syndicat, notamment la FNSEA qui reste quand même le syndicat majoritaire, ils ont uniquement 200 000 adhérents et parmi ces 200 000 adhérents, 50% sont des agriculteurs retraités. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 100 000 personnes, 100 000 agriculteurs encore actifs qui sont adhérents à la FNSEA. Donc au final, c'est quand même pas tant de personnes que ça et on voit que globalement le monde agricole en fait a tendance juste à ne pas aller voter aux élections et justement il y a une étude sociologique qui est sortie après le mouvement agricole de ce début d'année qui était assez intéressante et qui confirmait des choses qu'on voyait sur le terrain où, notamment lors de ce dernier mouvement agricole, bien que la FNSEA ait été la voix qu'on a le plus entendue. C'est un mouvement qui est parti justement d'agriculteurs non syndiqués. Bon, pareil, l'ACR, la coordination rurale, le syndicat agricole d'extrême droite a très bien réussi ses coups de com', mais grosso modo, ça venait de gens qui n'étaient pas très syndiqués, qui n'étaient pas syndiqués. Et désolée, je fatigue un peu. Et c'est intéressant parce que cette étude, elle confirme la défiance, en tout cas, du monde agricole vis-à-vis de la FNSEA. Et que beaucoup en fait sont impliqués dans leur FDSEA, donc les sections départementales ou les sections locales de la FNSEA, aussi parce que en fait ça leur apporte un certain nombre de services. C'est vrai que la FNSEA, comme ça fait des années qu'ils ont un certain nombre de sièges à la Chambre, que pendant longtemps il n'y avait pas de diversité de syndicats agricoles en France, il y avait qu'un seul syndicat, l'ancêtre de la FNSEA. Du coup ça fait qu'ils ont beaucoup de pouvoir et que globalement quand tu veux agrandir ta ferme ou même quand tu veux trouver des terres, de ne pas être intégré dans ce tissu-là avec des gens qui siègent à la Chambre, etc. Ça peut te pénaliser fortement. Il y a aussi des départements où le fait justement d'être affiché Confédération paysanne, ça fait dans le meilleur des cas, en effet, tu vas avoir moins d'entraide de tes voisins, alors que l'agriculture, vraiment, on a hyper souvent, on a souvent besoin d'entraide des collègues. Dans le pire des cas, malheureusement, il y a un certain nombre d'agriculteurs de la conf, et c'est de plus en plus fréquent en plus, qui sont menacés, etc., qui sont victimes d'actes de malveillance. Donc on voit que c'est un milieu qui est assez compliqué, où même si les gens n'adhèrent pas à la FNSEA, il y a aussi un certain nombre d'agriculteurs qui vont continuer en tout cas à faire vivre le syndicat pour plein de raisons historiques. Bon après vous me direz, il y a quand même un bon nombre d'agriculteurs qui vont voter quand même pour eux, même si on enlève l'abstention. Et ça, je pense que ça s'explique aussi par en effet la grande diversité de profils qu'il y a dans le monde agricole et le fait que l'agriculture paysanne, vu qu'elle est de moins en moins présente et qu'en effet les fermes elles s'industrialisent et elles s'agrandissent et que du coup ça c'est des exploitations qui vont avoir de plus en plus tendance justement
à être contente justement des politiques qui sont menées par la FNSEA, ça explique que peut-être que le réservoir c'est sûr que le réservoir d'électeurs de la conf, en fait, il s'amenuise aussi petit à petit, quoi. Alors il est 18h22, j'avais dit qu'on finirait à 23, mais je vous priverai pas, madame, de la dernière question. Oui, bonjour. Pas de souci. Merci pour la table ronde. J'avais 2 petites questions. La première, c'était concernant les inégalités, que ce soit au sein d'un même pays comme la France ou entre les différents pays du monde. Et notamment pour lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que s'il y a des pauvres, il y a des riches, s'il y a des très pauvres, il y a des très riches, est-ce que lutter contre les ultra-riches, que ce soit des individus ou des sociétés, ça reste un vœu pieux ou est-ce que c'est réalisable et faisable? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était concernant plutôt le bio en France. Bon, ça a déjà été un peu évoqué, mais on voit bien qu'il y a... Très récemment, il y a une diminution de la consommation bio en France qui amène même à des déconversions d'exploitation. Et donc, je voulais savoir si c'était parce qu'on avait atteint un seuil ou est-ce qu'il y avait de plus grosses marges de manœuvre pour la consommation bio et notamment si la restauration collective était un levier intéressant. Merci. On va faire 2 réponses très succinctes. Laure, sur le bio, puis comme ça, Najat, tu finiras sur faut-il abattre le capitalisme? Alors oui, en fait, la consommation de bio a été stable après 2 années successives de baisse, alors que jusqu'ici, on était dans une croissance à plus de 2 chiffres. Actuellement, le vrai indicateur, c'est qu'on mange moins de 6%, on consacre moins de 6% de notre budget de courses alimentaires au bio. Et franchement, c'est pas du tout à la hauteur dans la mesure où il y a énormément de pays européens, que ce soit le Danemark, l'Autriche, la Suède, qui consacrent entre 9 et 12%. Le top étant le Danemark, qui mange 12% de bio, consacre 12% de son budget alimentaire en bio. Donc si nous, Français, on se mettait en cohérence, parce qu'on est des champions de la production bio, mais on est un peu des quiches en consommation, si on était aussi bon en consommation, on n'aurait pas de crise du bio. Donc en matière de bio, tout n'a pas été fait. Donc on n'a pas musclé effectivement la consommation à domicile, on n'a pas eu des grandes campagnes, des distributeurs qui sont engagés comme au Danemark. Pour ce qui est de la restauration collective, alors notre loi Egalim dit 20% de bio au menu de nos cantines, c'est bien. Il y a plein de pays européens qui parlent de 30, 50, 70%. J'étais avec mes homologues suédois et d'ailleurs les Danois disent 100%, les Suédois disent 60%. Mais on ne respecte pas cette loi, donc on est actuellement à 6% de bio dans les cantines au lieu de 20%. Donc c'est un manque à gagner d'1,5 milliard pour nos agriculteurs. Donc c'est dramatique, certes, mais rappelons que le marché du bio, c'est 12 milliards en tout. Donc tout ne peut pas être fait par la restauration collective. Et je terminerai juste sur un dernier point, c'est qu'il y a un secteur dans lequel on se targue, nous les Français, d'avoir inventé le restaurant, d'avoir fait classer notre repas gastronomique. Mais nos chefs et nos restaurants n'achètent que 1% de leur denrées alimentaires en bio. Donc là, on est juste nulle part. Et donc je vous encourage vraiment, quand vous allez au restaurant et qu'on vous tend un menu et qu'on vous parle du plat des jours, à demander s'il y a du bio ou pas. Et à mon avis, il n'y aura que le vin. Mais... Alors les 5 restaurants de Darwin font exception puisque évidemment ici tout est bio, mais effectivement vous êtes représentatif des restaurants en France comme les poissons volants et les patrons de gauche. Et donc on va terminer effectivement sur cette question capitalisme. Les 500 fortunes françaises accumulaient 6% du PIB de la France en 1980, 45% aujourd'hui. x7, ça s'arrête quand? Et est-ce que justement le fait d'aller taxer les hyper riches, c'est une bonne solution pour mettre fin aux problèmes de faim dans le monde? Non, mais pour vous répondre vraiment en une phrase, de la même façon que je disais qu'il n'y aurait pas de faim dans ce monde s'il n'y avait des affameurs, je pense sincèrement qu'un certain niveau de profit ne peut être atteint que parce qu'on exploite. Qu'on exploite des individus, qu'on exploite des territoires, qu'on exploite des pays. Et que, en fait, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure, en quelque sorte, ces surprofits-là sont porteurs en eux-mêmes d'externalités négatives. Et que ces externalités négatives, il faut accepter de les taxer. Donc oui, les super-profits, une taxe sur les transactions financières et la spéculation, etc. Je suis en faveur de toutes ces mesures. Je trouve que c'est quand même vraiment idiot d'avoir nommé Michel Barnier alors que tu es là, Najat. Voilà, bon. Voilà. Avant le XVIIe siècle et l'inepte réforme de l'Académie française, on pratiquait l'accord de majorité. Donc, Olivier, Léna, Laure, Najat, vous avez été magnifiques, vous avez été majestueuses. Merci beaucoup à toutes les 4. Merci beaucoup à vous, à demain. Bonne soirée à tous.